C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le pape François était à Kinshasa, 38 ans après Jean-Paul II. Le souverain pontife part à la rencontre des fidèles catholiques congolais. Ils sont majoritaires dans le pays. La République démocratique du Congo est le premier pays catholique sur le continent et son église est très influente. Nous y reviendrons avec notre invité, Odon Vallée, historien et spécialiste des religions. L'ONU qui a mandaté des experts indépendants pour mener une enquête sur de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les forces gouvernementales maliennes et le groupe paramilitaire privé russe Wagner. Les mercenaires russes ont été appelés en 2021 par Bamako pour lutter contre les groupes djihadistes. Et puis George Weah, de nouveau en campagne. Le président libérien a annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle en octobre 2023. Il brigue un deuxième mandat à la tête du pays. Cela fait plusieurs semaines que les fidèles catholiques congolais se préparent à la visite du pape François. Il est arrivé à Kinshasa ce mardi, comme prévu, et le programme était bien chargé. Retour sur cette visite papale avec Serine Bey. Il était attendu avec impatience. À Kinshasa, le pape François est accueilli par le Premier ministre de la République démocratique du Congo et un bouquet de fleurs remis par des enfants. Après son départ de l'aéroport, il est acclamé par la foule sur sa route qui court après la papa mobile. Le président Félix Tshisekedi l'a ensuite reçu au Palais de la Nation. Le discours du pape, très attendu, a tenu toutes ses promesses. Le souverain pontife n'a pas hésité à dénoncer le colonialisme économique qui, selon lui, se déchaîne en RDC et dans toute l'Afrique. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. L'Afrique doit être maîtresse de son destin. Cette visite est une étape importante pour le pape. Avec 45 millions de fidèles, la RDC compte la plus grande communauté catholique d'Afrique subsaharienne. Même si elle doit faire face à la concurrence des pentecôtistes, l'Église catholique reste dominante dans le pays. À Kinshasa, les habitants placent beaucoup d'espoir dans cette visite pontificale. Ils attendent des messages de paix. Nous avons foi dans ces visites des papes dans notre pays. Vous voyez, pape, c'est un homme de Dieu. Et si un homme de Dieu se déplace spécialement de Vatican jusqu'à Kinshasa, nous savons qu'il va nous apporter la paix. Nos attentes, c'est la paix. Si les demandes d'appel à la paix sont aussi présentes, c'est que la violence fait rage dans le pays, notamment à cause de groupes armés. Le principal M23 est très présent dans la région du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Le pape devait s'y rendre, mais le déplacement a été annulé pour des raisons sécuritaires. Mercredi matin, le souverain pontife célébrera une grande messe qui se tiendra à l'aéroport de Kinshasa. 1 million de fidèles sont attendus. Il doit rester 4 jours en RDC avant de poursuivre son voyage au Soudan du Sud. Et on en parle avec notre invité Odon Vallée, historien et spécialiste des religions. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, première question, que peut apporter la visite du pape à la République démocratique du Congo? On l'a vu dans le sujet de Serine Bey, il y a un problème sécuritaire, il y a un problème économique, c'est un pays qui peine à se développer. Que peut apporter la visite du pape? Alors écoutez, l'avion du pape s'est posé, mais le pape ne va pas se reposer. Car il y a peu de pays aussi compliqués que le Congo ex-belge, capitale Kinshasa, qui jouxte le Congo ex-français à Brazzaville. Et en définitive, comme le disait et l'écrivait le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre, vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Alors moi, je pense que le pape a été instruit par ses collaborateurs de certaines difficultés. Par exemple, il a du mal à trouver des collaborateurs africains au Vatican qui sont en situation numérique assez inférieure. Et d'autre part, il voudrait faire, à mon sens, comme Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général de l'ONU suédois et protestant, et qui a donné sa vie au Congo, c'est-à-dire il voulait que les Congolais, surtout pauvres, ne soient pas brutalisés par des Européens, etc. Le pape, il ne veut pas la guerre, le pape, il ne veut pas de conflit, il veut simplement pacifier progressivement ce pays qui fait quand même 130 millions d'habitants, qui est grand comme 4 fois la France
Et finalement, ce n'est pas la plus mauvaise idée. Mais le vrai problème, c'est que les évêques congolais font beaucoup plus de politique que de religion. Alors justement, quel rôle joue l'Église catholique en République démocratique du Congo, politiquement parlant? Alors, c'est le contraire de la France, car il y a eu un arrêt du Conseil d'État, je crois, en janvier 1956, qui interdit à des prêtres ou à des évêques de conseiller de voter le dimanche suivant aux élections pour Dupont ou pour Durand. Là, au Congo, les évêques disent, voilà, ce parti politique, ce président, c'est pas ce qu'il faut. Alors moi, j'ai eu comme élève à Paris 1 le 18e enfant de Mobutu, qui avait été très longtemps, vous le savez, président du Congo. Et il me disait, au fond, mon père a voulu un 18e enfant, moi, il était complètement fauché, parce que le dernier enfant, il est toujours fauché. Mais parce que le cardinal archevêque de Kinshasa aurait eu 17 enfants. C'était probablement pas vrai, mais ça fait rien. On veut se débarrasser d'un évêque, on dit il a eu 17 enfants. On aime beaucoup un évêque, on ne cesse de chanter ses louanges. C'est un peu trop politique et ça pose de vrais problèmes. Est-ce que le pape pourra résoudre ça? C'est pas évident. Mais vu d'Europe, ça peut paraître incongru, ça peut paraître problématique, mais vu de la République démocratique du Congo, un pays où il y a beaucoup de conflits, on a vu que l'Église a parfois joué un rôle de médiateur, notamment en 2016, lorsqu'il y a eu une négociation entre l'opposition et le gouvernement de Joseph Kabila pour qu'une élection, pour qu'il soit maintenu au pouvoir, mais qu'une élection soit organisée en 2017. On sait aussi qu'ils sont très présents sur le terrain, qu'ils occupent aussi là où les services publics ne sont pas là. 45% des dispensaires sont ralliés à l'Église, idem 30% pour les écoles, donc dans le domaine de l'éducation. Donc ils ont quand même un rôle positif. Oui, mais. Parce qu'en définitive, ils oublient un peu trop la religion. Alors, les chiffres que donne le Vatican sur le nombre de catholiques en Afrique, mais c'est pareil en Amérique latine, le pape François le sait bien, sont surestimés d'environ 20 à 30%. Parce que beaucoup sont baptisés enfants et même bébés, mais ensuite ils vont quitter l'Église catholique vers 18-20 ans pour rejoindre une Église évangélique, une Église kimbangiste, qui est une religion congolaise, etc., etc. Est-ce que l'Église catholique est en danger justement par rapport à ces églises évangélistes, l'Église de l'éveil? Sujet tabou pour le pape François. Il connaît ça par cœur. Il sait qu'il y avait 0 protestant il y a 50 ans en Amérique latine, il y en a 30% aujourd'hui. Mais s'il dit ça, il va se mettre beaucoup d'évêques à dos en Afrique et en Amérique latine. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que le nombre de catholiques en France ne diminue pas. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de gens qui viennent en France en partant d'Afrique, y compris des sans-papiers, et la moitié sont chrétiens. Et allez à la messe de 11h au Sacré-Cœur et vous verrez, les servants d'hôtel, qui ont entre 18 et 25 ans, sont soit asiatiques, soit africains. Mais le plus curieux est que finalement, c'est très catholique, parce que catholikos, en grec, ça veut dire universel. Donc plus le cœur est rempli de gens de couleurs de peau différentes, meilleur c'est. Le problème, c'est que ça, on ne le sait pas en France. On n'arrête pas de dire qu'on manque de fidèles, c'est pas vrai. Et on n'arrête pas de dire qu'on manque de prêtres, mais on prend les prêtres d'Afrique. L'Afrique manque de prêtres et le Congo manque de prêtres. Alors, dernière question, qu'est-ce que le pape peut apporter de par son message à la République démocratique du Congo d'un point de vue sécuritaire? On voit que le pays est ravagé par la guerre, notamment dans l'Est. Il y a une centaine de milices dans l'Est de la RDC. Est-ce que ça peut vraiment apporter un changement? Non. Parce que, si vous voulez, le pape ne peut pas jouer un rôle militaire. Or, qu'on le veuille ou non, pour faire cesser la guerre, il faut avoir un rôle militaire. Moi, je le vois même au Bénin, où les djihadistes commencent à être assez présents. Pour chasser les djihadistes, il faut faire, comme l'a demandé Biden, élever le niveau de vie de la population pour qu'ils ne soient pas tentés par le djihadisme. Et puis ensuite, il faut essayer de travailler ensemble, quelle que soit la religion des uns ou des autres. N'oublions jamais, c'est au séminaire qu'on devient savant, puisque
Léopold Sédar Senghor est allé à Louis le Grand en classe préparatoire parce qu'il avait été au petit séminaire Saint-Joseph de Dakar. Merci beaucoup, Odon Vallée, historien et spécialiste des religions. Merci pour votre décryptage. En bref, ces nouvelles violences au Burkina Faso. 15 civils enlevés par des hommes armés alors qu'ils étaient dans un minibus ont été retrouvés morts lundi dans l'ouest du pays. 9 des passagers libérés ont été retrouvés vivants. Un bilan confirmé par les autorités burkinabées. Et puis cette demande de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a mandaté des experts indépendants pour enquêter sur de possibles crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par les forces gouvernementales et le groupe paramilitaire privé russe Wagner au Mali. Et justement, El-Rassimi Ouane, le représentant spécial du secrétaire général pour le Mali et le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, était à New York pour assister à une réunion du Conseil de sécurité. Il a été question de l'efficacité de la MINUSMA. Un rapport de l'ONU l'a jugé pas assez viable si on n'augmente pas le nombre de casques bleus sur le terrain. Pour Rassimi Ouane, les objectifs de la MINUSMA n'ont pas été atteints et le contexte a changé. Écoutez-le au micro de Fanny Chauvin, notre correspondante à New York. Il y a des obstacles de plusieurs natures et qui ne sont pas tous nouveaux. Le Mali est un territoire assez vaste avec des infrastructures extrêmement limitées. Nous avons une présence en différents endroits, des bases très éloignées les unes des autres que nous devons ravitailler. Ce n'est pas un exercice facile compte tenu des problèmes sécuritaires. Nous avons un mandat assez robuste, mais pour lequel nous ne disposons pas de toutes les capacités, tous les effectifs dont nous avons besoin. Et il y a donc un écart entre ce que le mandat nous autorise à faire et ce que nous pouvons effectivement faire du fait des déficits capacitaires que nous connaissons. Et puis, nous connaissons une situation sécuritaire marquée par l'omniprésence de la menace asymétrique, notamment avec les attaques qui sont perpétrées non seulement contre les populations, les forces de défense et de sécurité maliennes, mais également contre nos casques bleus. Et comme vous le savez, nous avons la triste réputation d'être la mission la plus dangereuse des Nations Unies. Et enfin, nous avons quelques défis en termes de liberté de mouvement. Ce sont des contraintes énormes, mais malgré tout, la mission accomplit un certain travail qui est apprécié des populations. Mais il est clair que si ces défis devaient être surmontés, nous pourrions faire beaucoup mieux. On connaît la proximité de la junte militaire au pouvoir avec la milice paramilitaire russe Wagner. Comment vous gérez la présence de ces paramilitaires et de l'influence russe grandissante dans le pays? Je pense que notre rôle est de travailler avec le gouvernement malien qui nous a invités qui a invité les Nations Unies à déployer une mission. Et le mandat de la mission est renouvelé avec l'assentiment des autorités maliennes. Et le rôle qui nous incombe est de créer l'environnement, les conditions les meilleures qui soient, les plus propices qui soient, pour nous permettre de mener à bien ce mandat, en appui au Mali, en appui à sa population. Et il est clair que dans le cadre de sa mise en œuvre de ce mandat, des défis se posent, mais nous avons la possibilité d'en discuter avec les autorités maliennes, de rechercher les solutions les plus idoines qui soient. Georges Weah, de nouveau sur le terrain, un terrain de campagne. Le président libérien a annoncé ce mardi qu'il briguait un deuxième mandat à la tête de son pays. L'ancien international de football s'est officiellement déclaré candidat pour la présidentielle d'octobre 2023. Retour sur son premier mandat avec Camille Nedelec. L'enfant des bidonvilles, devenu star de football, puis chef d'État. Après 6 ans au pouvoir, le président du Libéria, Georges Weah, est en quête d'un deuxième mandat. Il s'est félicité des avancées de son pays sous sa présidence. Let me assure you that Permettez-moi de vous assurer que notre nation est forte, notre nation est stable, notre nation est pleine de vie, notre nation est jeune, notre nation est en paix et en sécurité, et nous entendons qu'elle le reste. En 2017, sa victoire dans les urnes avait suscité d'immenses espoirs pour ce pays déchiré par des années de guerre civile et l'épidémie d'Ebola. Le Libéria est un des pays les moins développés au monde. Georges Weah avait promis d'éradiquer la corruption, mais le pays est classé parmi les plus corrompus du monde selon l'ONG Transparency International.
2 ans après sa prise de fonction, de nombreux Libériens défilent contre la crise économique en revendiquant plus de mesures en faveur du pouvoir d'achat. En 2022, la guerre en Ukraine a provoqué des pénuries de produits de première nécessité et une nouvelle hausse des prix. L'inflation atteindrait environ 10%. Ce gouvernement refuse d'écouter les cris des citoyens. Nous sommes ici pacifiquement, car nous souffrons à cause du président George Weah. Bien qu'il ait grandi dans un milieu modeste, ses détracteurs accusent George Weah de ne pas avoir conscience des difficultés quotidiennes de beaucoup de Libériens. Plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.